Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Mais c'est aussi l'ensemble des hommes et des femmes qui chaque jour y engagent leur vie. Quelle est la réalité concrète de votre quotidien? Quels sont vos défis et comment les relevez-vous? Le Canap Parcours vous donne la parole. Bienvenue. Salut Agathe. Hello Yann. Comment tu vas? Écoute, très bien. Et toi? Ouais, ça va. Toujours un métro boulot de dos. Bon. Même si mon invité d'aujourd'hui saura que c'est pas forcément vrai. Ça marche. C'est vrai qu'on assiste là à un énième parcours aujourd'hui. Oui, en effet, voilà, c'est un nouvel épisode du Canap Parcours. Oui. Et il y a, lors de l'épisode 2, dans l'épisode 2 du Canap Parcours, on avait reçu Anastasia, Tout à fait. qui, disons, a parlé un peu de son boulot, Oui. de l'entreprise où elle travaille, avec des thèmes très élogieux. C'est vrai. Qu'on Et, avait souligné d'ailleurs. Ouais, qu'on avait Ouais. signé. Et aujourd'hui, nous sommes là où Anastasia travaille, Oui. avec celui qui est à l'origine de l'endroit où Anastasia travaille. Que de mystère. Et bien, donc nous sommes avec Frédéric Muribeau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci sur à le vous. canal. Et donc bon, voilà, on a fait une brève présentation là, à partir de ce que Anastasia nous a dit. Donc, première chose, comment tu te présentes aujourd'hui? Ah, c'est compliqué ça comme question. Je me présente différemment en fonction des contextes. Là, j'ai essayé de faire un truc un peu plus large du coup. Donc, je suis Frédéric Mirbeau. J'ai un parcours professionnel qui est un peu sinueux. En gros, qui est composé de 3 grandes parties à peu près égales en termes de temps. Première partie, j'ai été dans la fonction publique territoriale. D'accord. Pendant une grosse dizaine d'années. Ensuite, j'ai été salarié plutôt dans des boîtes tech, des startups, des web agencies. C'est à ce moment-là où je suis passé de la province à Paris. Et dernière partie dans laquelle je suis aujourd'hui, là je suis entrepreneur depuis un petit moment maintenant. J'ai monté une première boîte en 2005 qui travaillait dans les cosmétiques bio, donc on était e-commerçants. Pas rencontré un franc succès. C'est un peu près la norme dans l'entrepreneuriat. On se plante plus souvent qu'on réussit. Ça marche jamais du premier coup. C'est clair. Enfin, rarement du premier coup. Rarement, ouais. Et une seconde boîte sur laquelle je suis aujourd'hui, donc qui s'appelle Welcome Track, que j'ai fondée en 2012, qui propose une solution SaaS pour les e-commerçants. Et donc société dans laquelle je suis toujours CEO aujourd'hui. Ok. Welcome Track, c'est, on va dire, une boîte un peu comme toutes les autres boîtes que vous pouvez imaginer, à la différence que, donc, moi aussi c'est la première fois que je me suis retrouvé dans une boîte où j'ai eu l'impression que tout le monde était content. Et du coup, tout le monde aussi acceptait de travailler quand même beaucoup parfois, même si c'est pas tout le temps qu'on est hyper chargé, il y a des moments où on peut se retrouver vraiment chargé avec des trucs importants à faire. Et puis, oui, tout le monde est là. Pendant les premiers mois, on a eu un souci d'infrastructure un dimanche. Je me rappelle. Et je me souviens que, en fait, moi, je partais voir un ami qui venait se faire opérer de l'appendicite. J'ai ouvert mon PC juste avant de partir. J'ai vu qu'il y avait des choses bizarres. Donc, j'ai alerté un autre de mes collègues et je suis parti à l'hôpital. D'accord. Donc, le temps que je revienne, il m'a dit que, en fait, il y a tout qui est cassé là. Et ce jour-là, c'était un dimanche, le soir, en fait, on était, disons, 4-5 connectés là, en train de chercher à résoudre le problème et savoir ce qu'on faisait après, c'était dimanche. D'accord. Tu vois. Et, en fait, tout le monde le faisait comme ça. Sachant qu'on n'était pas nécessairement obligé de se connecter. Disons, on ne nous a même pas contacté pour le problème. Donc, on l'a vu, on a alerté et on est resté. Ma question, c'est pourquoi tu t'es connecté le dimanche? Qu'est-ce que tu foutais connecté un dimanche, franchement? Il faut pas. Je suis pas forcément un bon exemple parce que moi, mes ordi sont tout le temps allumés. Ok, donc, d'accord. Voilà. Et ça, c'est pas, disons, c'est pas la norme. Oui, Voilà, c'est vrai. mais quand ça arrive, il y a, disons, il n'y a pas de rejet du truc, quoi, tu vois. C'est pas ah non, là c'est dimanche, hein, c'est pas mon entreprise, donc je regarde pas. Tout le monde s'intéresse. D'accord. Tu vois. Et sans douleur apparente en fait. Et ça c'est particulier.
Et Mais comment dans l'épisode Anastasia, il y a Ouais. eu le même truc quand elle parlait de la boîte. Ouais, c'est vrai. Et il y a quelques mois, on a notre collègue aussi qui a fait un long post sur LinkedIn où elle disait par exemple qu'en 13 ans, c'est la première fois qu'elle se sent véritablement épanouie au boulot. Je me suis dit, 13 ans, elle a fait plusieurs boîtes, c'est la première fois, il y a un truc. Mais comment tu l'expliques? Parce que je suppose que tu as fait d'autres sociétés également. Mais comment tu expliques cet épanouissement-là? Parce que ça peut aider d'autres entreprises. Donc, C'est qu'est-ce qui possible. fait que les salariés sont tant épanouis? Bon, je pense que c'est pas moi qui vais répondre. On va laisser à Fred le soin de nous donner ces éléments. Mais bon, si je veux juste dire pour moi en particulier, pourquoi ça marche, c'est Oui. que moi je suis quelqu'un, j'ai besoin d'espace. D'accord. J'ai besoin d'espace d'expression, tu vois. Donc plus je suis restreint, disons que je vais pas forcément être malheureux, mais progressivement je vais être moins impliqué. Parce que bon, je sais ce que j'ai à faire. Je vais me contenter de faire cela et puis je ne vais pas chercher plus loin. Ouais. Mais plus j'ai d'espace pour exprimer différentes choses et plus je m'implique. Après, ce n'est pas forcément la même chose chez les autres. Et surtout, c'est quoi ta vision, toi, Fred? Alors, ma vision, elle est double. Si je me réfère à mon expérience de salarié, plutôt dans la tech, et même dans la fonction publique d'ailleurs, en fait, moi, c'est un comportement que j'ai rencontré régulièrement. C'est un comportement que j'avais moi aussi en tant que salarié, en tant que fonctionnaire. Enfin, oui, fonctionnaire. Non, j'étais fonctionnaire qu'à la fin, en fait, titulaire. D'accord. Et je pense que il y a deux choses. On doit être un peu schizophrène aussi. Il y a vraiment deux choses. Il y a le boulot qui nous passionne ou pas. Et quand il nous passionne, ben, on passe du temps dessus. Des fois trop de temps. Et puis il y a l'environnement. Mais même si l'environnement est pas top, le management peut être pas au top, pas super bienveillant, etc. La boîte avec des missions pas forcément épanouissantes, mais si le boulot est intéressant, je pense qu'on est prêt en tant que salarié aussi à passer du temps dessus et effectivement à se connecter un dimanche. Même dans la fonction publique, il m'arrivait de passer de faire des gros horaires, et j'étais pas le seul dans la fonction publique, je me tiens à le souligner, à faire ça, Ouais. même si on n'était pas bien payé. Et donc il y a vraiment cet aspect passion qui doit être super important. Après, effectivement, quand on peut allier la passion et un environnement qui est épanouissant, je pense que ça doit aider pas mal. Après, un environnement épanouissant, je pense que ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. C'est vrai. Tu as parlé de liberté. Il y a effectivement des gens qui vont être très sensibles à ça, j'en fais partie, à pas être contraint, à pas être enfermé dans une case. C'est aussi pour ça que moi, j'ai toujours, en tant que salarié, j'ai toujours bossé dans des petites boîtes, enfin, sauf dans la fonction publique, mais autrement, c'était plutôt des petites structures. Et il y a d'autres personnes, au contraire, qui auront besoin d'un cadre assez clair, même des fois assez rigide, pour pouvoir savoir où ils vont, avoir un objectif clair, des missions claires, et pas partir dans tous les sens. Donc je pense que ça dépend vraiment des gens. Il faut que chacun y trouve son compte finalement. Ouais. Mais justement, quand on a une entreprise, je pense que l'un des principaux défis, surtout quand on veut faire grandir la boîte, c'est l'équipe. Effectivement. Comment construire cette équipe-là et dans le même temps aussi construire un environnement qui va permettre à la boîte non seulement de se développer, mais aussi à ces personnes-là de trouver leur compte. C'est quoi ta philosophie à ce niveau-là? Comment tu orientes tes choix pour réussir à faire ce conglomérat-là? Alors, le premier truc, c'est j'ai fait plein de conneries au début. C'est intéressant ça, on veut bien avoir C'est des clair. petites Lesquels par histoires. exemple? Objectivement, j'étais pas très bon manager quand j'ai lancé la boîte. D'accord. C'est le truc que j'ai pas du tout envisagé, que j'ai pas du tout prévu. Je pensais que j'avais pas mal de sujets sur lesquels il fallait que je monte en compétences, auxquels je serais confronté en termes de finance, en termes de tech, en termes d'administration, en termes de commercial, etc. Tout l'aspect RH, j'avais pas du tout anticipé. Alors que pourtant, tu as absolument raison, la seule vraie richesse d'une boîte, c'est l'équipe. Et donc, au début, c'était un peu compliqué. Et quels étaient les leviers justement
anticiper cela ou en tout cas rectifier cela? Est-ce qu'il y a eu des formations? Alors, je me suis pris pas mal de claques. Sur le terrain alors. Sur le terrain, ouais, dans le dur, quoi. Ok, d'accord. Avec une ambiance qui était... Enfin, il y a eu des phases où c'était pas top dans l'équipe. Je me suis planté sur des recrutements. D'accord. J'ai pas managé comme il fallait. J'ai gardé des gens que j'aurais pas dû garder. Ok. Voilà, enfin, j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables. Jusqu'à ce que je me dise à un moment donné, là, il y a un truc, il faut changer les choses. Et c'est arrivé, ça, peut-être un an avant le Covid. Ouais, dans ces eaux-là. Alors, c'est absolument pas lié, mais du coup, la suite a été un peu marrante derrière. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'avais un problème de management. Et que c'était important. Si je voulais une équipe qui tourne bien, il fallait qu'elle se sente bien dans ses baskets, et moi aussi. Et donc, j'avais des progrès à faire là-dessus. Donc j'ai commencé par prendre quelqu'un de l'extérieur, une consultante en RH, qui a fait un peu l'intermédiaire entre l'équipe et moi. Ça permettait à l'équipe de s'exprimer sur des trucs qu'elle me disait pas forcément, moi à prendre un peu de recul aussi. Et puis à côté de ça, je me suis formé à peu près tout seul en écoutant des podcasts, en me mettant pas mal en question. Et j'avais fait aussi des erreurs de recrutement, ce qui fait qu'il y avait quelques éléments qui n'étaient pas forcément à leur place dans l'équipe, indépendamment de leur qualité professionnelle. Ça fitait pas, enfin c'était plus toxique qu'autre chose en fait. Même si professionnellement ils étaient plutôt bons, mais voilà, ça marchait pas. Ça ne suffit ça pas. Fonctionnait pas. Ouais. Et à ce moment-là, à peu près toute l'équipe est partie en même temps. Alors, en fait, dans une start-up, enfin dans une entreprise normalement, il y a des cycles de recrutement et de départ. Globalement, les gens restent 2-3 ans, et puis après ils partent. Et comme j'avais recruté à peu près tout le monde en même temps, au bout de 2-3 ans, tout le monde est parti. Sur un an, à peu près tout le monde est parti. Et donc l'équipe s'est complètement renouvelée. D'accord. Et ça a correspondu au moment où moi j'ai fait un boulot sur moi aussi pour être moins mauvais en termes de management. Mais c'est une richesse, ça, de se remettre en question. C'est pas donné à tout le monde, hein. Ah bah de toute façon, quand on est entrepreneur, c'est indispensable. Super. Ou alors on va dans le mur. Déjà, même en faisant ça, on peut aller dans le mur, donc si on ne le fait pas, sur tous les aspects, on va dans le mur direct, quoi. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé pas mal de choses. Et puis j'ai construit une nouvelle chose. Et il y a une chose que je sentais depuis très longtemps, intuitivement, qui était juste capitale, mais que j'avais du mal pas forcément à formaliser, mais en tout cas à mettre en pratique, c'était la culture. Et la culture d'une boîte, c'est juste l'élément le plus important pour qu'une équipe tienne debout. S'il n'y a pas ça, si elle n'est pas formalisée, définie, déjà, elle n'existe pas. Ouais. Elle n'existe pas. Si, elle existe forcément. Il y a forcément une culture dans une boîte. Qu'elle soit formalisée ou pas, il y a forcément une culture. Mais si on ne la formalise pas, on la subit. Et le deuxième aspect, c'est quand on recrute des gens, il faut impérativement que ces personnes-là soient liées avec la culture. Ça, c'est le truc le plus important dans les recrutements. C'est un des enseignements que j'ai eu. Et c'est pour ça que quand on fait des recrutements chez nous, le premier entretien, c'est avec moi et c'est un entretien culture fit. Et si ça passe pas, c'est pas la peine d'aller plus loin. On arrête tout. Alors ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bonne, ça veut juste dire qu'elle ne sera pas adaptée à notre fonctionnement, à notre culture. Et du coup, elle ne s'épanouira pas forcément dans la boîte et ça ne fonctionnera pas bien au niveau de l'équipe. Donc ça ne veut pas dire qu'elle pourrait être très bonne dans un autre environnement et très bien s'intégrer dans un autre environnement, mais pas chez nous. Du coup, Yann, quelle est la culture de Welcome Track? Mais pourquoi ça part en interrogation surprise là? Pourquoi ça part en interrogation surprise? Je veux pas répondre à ça. Et pourtant, j'ai trop peur de me tromper. Mais oui, sachant qu'on a travaillé ensemble là en fait. C'était collégial. Voilà. Mais ce que je veux dire déjà, bon, souvent c'est vrai que souvent dans les épisodes des podcasts, je tape un peu sur tout le monde. Mais bon, quand il faut féliciter, il faut féliciter. C'est vrai. Là, Frédéric a dit que avant sa remise en question et tout, il y a toute l'équipe qui a été renouvelée.
quand je viens dans les startups, les gens restent entre 3 ans et tout. Oui. Quand je suis arrivé, déjà, disons, moi je suis arrivé, disons, à peu près 1 an après le renouvellement de l'équipe. Ouais. Ok. Voilà. L'essentielle majorité de ceux que j'ai trouvés là sont toujours là. Il y a très peu de turnover. Et il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Eh oui. Ouais. Tout ça pour souligner que il y a eu un travail et il a apporté des résultats. Bien sûr. Donc, pour moi, c'est l'opportunité de montrer que ça vaut le coup de le faire et Bien que sûr. ça peut réellement changer les choses. Ça peut réellement changer les choses. Donc ça, c'est un point que je tenais à souligner. Ouais. Ensuite, tu as parlé de recrutement. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu qualifierais comme un mauvais recrutement? Premier point le plus important, c'est un recrutement qui n'est pas en adéquation avec la culture. Donc quelqu'un qui ne va pas s'épanouir dans l'équipe, qui ne va pas fonctionner correctement avec l'équipe, voire même qui va mettre l'équipe en péril. Donc ça, c'est vraiment sur des aspects soft skills. Et après, il y a les compétences techniques de chaque personne, de la personne qu'on va recruter. Je dirais, à la limite, pour moi, c'est le moins important. Les compétences, les hard skills, ça s'acquiert. Les soft skills, ça s'acquiert pas. Donc, c'est-à-dire que dans ton processus de recrutement, la valeur sine qua non pour intégrer au contract, c'est vraiment la sphère c'est la soft culture. skills. Ouais. D'accord. Et ça, comment tu le vérifies? C'est peut-être intéressant de souligner aussi, Fadi, il n'a pas fait tout seul dans son coin Oui. et dit que voilà, ça c'est la culture de l'entreprise, tout le monde fait ça. Au début, je l'ai fait tout seul parce que j'étais tout seul. J'étais tout seul. On était 2, 3. Et j'ai commencé à travailler sur le sujet peut-être 2 ans après avoir créé la boîte. Dans ces eaux-là. On était 2, 3, 4, il y avait des stagiaires qui passaient. Et je l'ai formalisé, et là c'est moi qui ai formalisé la culture. Voilà de quoi j'ai envie pour cette boîte, voilà comment j'ai envie qu'elle fonctionne. Parce que le point important c'est que il faut que tout le monde s'entende bien dans l'équipe, mais il faut aussi que tout le monde s'entende bien avec moi. Parce que moi je suis le seul qui ne peut pas démissionner. Donc, exactement, c'est le seul qui est condamné. Moi je suis collé à mon siège, je ne peux pas en bouger, quoi. Donc c'était au début important que ça soit mes valeurs et les choses qui étaient importantes pour moi dans une boîte qui transparaissent. Et effectivement, au bout de 12 ans, on a fait le boulot collectif, où là je me suis un peu effacé et j'ai laissé parler l'équipe aussi pour c'était quoi pour eux la culture de la boîte. Alors j'ai participé aussi évidemment, j'étais un peu surpris du résultat, mais en fait, c'est un résultat auquel j'adhère. Alors, c'est pas forcément comme ça que moi je l'aurais formalisé, mais je suis 100% OK avec tout ce qui a été dit sur cet aspect-là. C'est peut-être un peu, on a une petite réponse par rapport à l'épanouissement dont on parlait, parce que moi j'ai été également salariée dans différentes sociétés, et bien souvent, les salariés au sein des sociétés ou des structures, en fait, ont une vision complètement différente de la culture d'entreprise. Quand on leur parle par exemple de valeurs de l'entreprise, ils me disent par exemple, regarde, ça n'existe pas, ça chez nous, on ne connaît pas. Donc comment en fait coexister en fait, les équipes et la valeur là, de la culture d'entreprise? Mais la culture, elle existe forcément. Il y a forcément une perception, une représentation de chaque personne de la culture, et généralement ça va à peu près dans le bon sens. Et généralement quand c'est pas défini, c'est pas super bon, quoi. Ça veut dire que la communication ne passe pas? Ça veut dire que l'image que peuvent avoir les salariés de la boîte, généralement tout le monde a à peu près la même perception, et ça peut être des trucs un peu négatifs. Ou pas d'ailleurs, ça peut être des trucs positifs, mais dans quel cas c'est dommage de pas les formaliser, quoi. Par exemple, quand je suis arrivé, on a toujours un des éléments, c'était qu'on ne bullshit pas. Ouais. Ça, c'est pas mal, ça. On bullshit pas. On fait un produit tech. Et donc, souvent, il y a des catastrophes. Ouais. Tu vois, mais même quand il y a des catastrophes, on se regarde tous. Bon, on ne doit pas bullshiter. Et même quand il est en vacances, on ne doit toujours pas bullshiter. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Comment est-ce qu'on explique ça? Tu vois. Donc, bon, ça pousse, ça entraîne deux choses. Ça veut dire qu'on ne va jamais mentir au client. Ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, vu qu'on ne veut pas mentir aux clients, quand il y a une catastrophe, derrière, il ne faut plus que ce truc se reproduise parce que, il faudra encore expliquer pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça se reproduit. Ça va entraîner certains comportements pour tout le monde.
Mais du coup, ma question c'est, comment tu vérifies lors du premier entretien que quelqu'un est en adéquation avec la culture? Alors c'est un peu empirique, c'est pas mal de gut feeling. J'ai un questionnaire genre 5-6 questions, je pose systématiquement depuis des années, c'est toujours les mêmes, D'accord. en entretien culture fit. Et donc ça me permet d'avoir un espèce d'étalon, de savoir vers où ça part, de savoir si ça va bien se passer ou pas, quoi. Mais ça reste assez empirique globalement, quoi. Le fait est que je me suis moins planté ces dernières années qu'avant. Après, c'est pas un framework super précis. Mais bon, déjà ces questions, elles me permettent de savoir vers où ça va, quoi. Et qu'est-ce que tu penses justement des recruteurs qui parlent de feeling dans l'entretien? Parce que souvent les recruteurs disent que le feeling, c'est pas forcément Ouais, je sais un bon bien. ami. Ouais, moi je l'utilise beaucoup. S'il n'y a pas de feeling, ça ira pas plus loin, quoi. Oui. C'est pas suffisant, Ouais. mais s'il n'y a pas ça, ça ira pas plus loin. D'accord. Alors je sais effectivement que c'est pas très scientifique, que c'est source d'erreur. Bon, c'est humain. Oui, voilà. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est difficile de faire très scientifique. Après, bon, je pense qu'il y aura toujours des personnes pour me contredire et affirmer l'inverse. C'est difficile de faire très scientifique à partir du moment où on parle purement humain. En particulier pour tout ce qui va être culture fit, où c'est vraiment essayer de sonder l'état d'esprit de la personne, la façon de percevoir, disons, le travail, le monde, l'interaction avec les autres. C'est pas toujours évident. Là, moi, je suis curieux. Mon culture fit, c'était quoi? Je sais même plus ce que j'avais répondu moi, aux entretiens. Enfin, pour être tout à fait honnête, c'est plus la réaction qui m'intéresse que les réponses. D'accord. Bon, il y a des questions assez classiques sur quoi tu t'es planté dernièrement. Enfin, est-ce que tu as un souvenir d'un truc où tu t'es vraiment planté? Ce qui m'intéresse pas trop ce que répond la personne, c'est déjà ce qu'elle répond. Est-ce qu'elle trouve spontanément un truc, dire là je me suis viandé, j'ai pas fait ce qu'il fallait, et puis qu'est-ce que j'en ai tiré comme enseignement, c'est derrière. Donc ça c'est typiquement l'exemple sur lequel j'écoute pas la réponse. Enfin je le retiens pas, et puis c'est pas le truc le plus important, déjà est-ce que la personne répond, cherche pas 10 ans avant de trouver une réponse, et puis que ça soit un truc pas artificiel, classique. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir s'il y a une particularité, une similarité entre les différents retours de l'équipe par rapport au questionnaire. Est-ce que chacun répond sensiblement de la même manière ou c'est complètement des réponses différentes? Il peut y avoir des réponses différentes. Ouais, il peut y en avoir. D'accord. En fait, le grand écart que je fais, c'est que j'ai 2 convictions assez fortes, qui sont pas toujours faciles à concilier, qui est que il y a un truc qui est extrêmement riche dans une équipe, c'est sa diversité. Oui. Mais qu'à côté de ça, il faut qu'on se retrouve sur une culture commune. Ok. Donc, c'est pas... C'est pas évident de concilier ces deux éléments. Et donc, voilà, en alliant ça, je pense qu'on peut faire la meilleure équipe du monde. D'accord. Il y a un autre point dans ce que tu as dit précédemment qui, moi, me parle, mais que dans, disons, les divers entretiens ou les différents leads avec qui j'ai pu parler, il y en a beaucoup qui, souvent, ne partagent pas cet avis-là. C'est que la compétence technique, oui, c'est important, mais elle peut s'acquérir. L'exemple que je vais avoir ici avec Welcome Track, ça va être Anastasia, qui est déjà passée sur le podcast. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter l'épisode qu'on va mettre en description. Quand Anastasia est rentrée chez Welcome Track, elle sortait d'une formation de reconversion qui objectivement était très courte, trop courte. Oui. Trop courte pour être en capacité de maîtriser tous les contours de ce qu'elle allait devoir affronter. Est-ce qu'on les maîtrise un jour déjà? Et elle nous a dit par exemple que je crois les 3 premiers mois, c'était le brouillard. Ouais, mais c'est normal. Comment est-ce que tu es toi serein en fait?
dans de pareilles conditions? Bonne question. Parce que je pense que là, on trouve tous les entrepreneurs de la rue là. Tu leur expliques ça, ils te disent mais c'est impossible ça chez moi. Mais Alors, je suis pas tu es sûr. serein? Je suis pas sûr. J'ai deux réponses. La première, c'est tous les lundis, on fait une réunion avec toute l'équipe. Ouais. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes. L'idée, c'est de faire que tout le monde explique ce qu'il a fait la semaine passée pour que tout le monde soit à peu près au courant de ce qui se passe dans la boîte. D'accord. Donc, tout le monde parle avec son langage, qui est lié à son métier. Et la première question que je pose à la personne qui est juste arrivée, c'est à la fin de la réunion, c'est: t'as compris quelque chose? Ceux qui me répondent oui, c'est mauvais signe. Ceux qui me répondent j'ai rien compris, t'inquiète, c'est normal, ça va venir. D'accord. Donc voilà, c'est normal de rien comprendre Okay. au début, et puis petit à petit, parce qu'on a un langage qui est propre à la boîte, avec plein de termes qui sont. On a un métier qui est compliqué en plus. Oui. Voilà, donc si on comprend rien au début, c'est pas grave. Après, chez tous les entrepreneurs, que je connais en tout cas, quand on s'est lancé, objectivement, on n'y connaissait pas grand-chose. Moi, je me suis lancé sur une thématique de transport, j'y connaissais rien, mais vraiment rien. Donc le syndrome de l'imposteur, on l'a tous eu. On l'a tous encore un peu, qui traîne quelque part. Alors avec l'expérience, il s'estompe, mais on est, on se lance sur des sujets auxquels on connaît absolument rien, quoi. Et puis on y va quand même. Et puis petit à petit, on comprend un peu mieux, et puis un peu mieux, puis un peu mieux. Donc, c'est normal que ça arrive aussi pour les salariés. Ils rentrent dans un nouvel environnement, ils comprennent rien, c'est normal, quoi. Après, il y a des trucs sur lesquels tu peux te raccrocher, tes expériences passées, le peu de théorie que tu connais, ou beaucoup de théories, si tu en connais beaucoup, mais des trucs qui permettent de te poser un peu, mais le fait ce syndrome de l'imposteur, il est vrai chez tout le monde au début, et des fois ça dure un peu, et puis c'est pas forcément un problème, parce que ça peut être sain aussi. Moi je fais pas mal d'arts martiaux, d'aïkido en particulier, depuis quelques dizaines d'années. Attention. Faut pas fâcher les Fred. Non, mais c'est très pacifique. Il y a un principe qui est super important dans l'aïkido, qui s'appelle Shoshin, c'est l'esprit du débutant. Okay. Même si on a 30 ans d'aïkido, garder cet esprit-là, donc pas avoir trop de certitudes, voire pas du tout, se reposer toujours des questions, savoir pourquoi on fait les choses, etc. Garder cette espèce de fraîcheur du débutant qui permet aussi de se remettre en question en permanence. D'accord. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est important dans l'aïkido, mais c'est important dans plein d'autres domaines, et dans le domaine professionnel aussi. Donc tu dirais que c'est vraiment cette vision-là, cette façon de prendre les choses-là qui justement te permet de garder ta sérénité. Ouais. C'est cette configuration. Mais oui, parce que franchement... Parce que, je dis, après, c'est peut-être parce que je ne sais pas avec les entrepreneurs eux-mêmes, les dirigeants de ces boîtes-là avec lesquels j'ai parlé, peut-être qu'ils me diraient la même chose que toi, mais souvent, quand tu parles avec des gens, surtout des gens qui ont un profil très, très technique, une formation technique, comme moi je peux avoir, ils manquent de patience. Ah oui, mais alors, le truc, c'est que moi, j'ai pas cette formation technique. Moi, je suis un autodidacte. C'est pas faux. Donc ça joue peut-être. Ouais. Ça joue peut-être. Et disons, moi, ce que Anastasia a pu vivre, là, je l'ai vécu moi, dans une moindre mesure, quand j'ai commencé à travailler. Mais quand je discutais avec Anastasia, c'était différent. Parce que je partais, moi, par exemple, de quelques certitudes, aussi petites soient-elles, je partais de quelques certitudes. Et dans les mots qu'elle a utilisés pour décrire ça, l'espace qu'elle a pu avoir chez Red Contract au début, je me suis dit non, mais en fait, une sérénité, c'est incroyable. C'est incroyable. On peut mettre à ce point serein. En plus, je pense qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas très nombreux. On devait être 7 ou 8. Et en plus, elle est arrivée à un moment un peu particulier, qui était le Covid. Ouais, oui, tout à fait. Ouais. Où effectivement, donc on est sur
environnement métier qui est compliqué, avec des technos, des solutions et des trucs qui sont pas simples. Et en plus, si on rajoute à ça le Covid et le confinement, toute l'équipe a changé à ce moment-là. Je pense que les 3/4 de l'équipe, je les ai recrutés sans jamais les voir. Et comme on était en plein confinement, ils sont arrivés, on s'est vu une journée ici. Tiens, là ton PC, on se revoit un jour, je sais pas quand. Et donc ça, j'avais pas mesuré à quel point c'était violent pour des salariés aussi. Je l'ai appris après, il y en a qui ont tenu coup, mais ça a été vraiment compliqué. D'accord. Ils sont soutenus entre eux aussi. Je regrette qu'ils m'en aient pas parlé. Voilà, mais c'était super violent comme début de collaboration. D'accord. D'ailleurs, comment est-ce qu'on arrive à recruter des gens sans par exemple jamais les voir? Bon, visio quand même, Oui, le visio. moderne, il y a... Non, c'est pas, je parle pas de l'entretien. Ouais. Je parle du début de la collaboration. Ah, d'accord. Parce que Anastasia, par exemple, elle me disait que elle, vous n'êtes pas du tout vu physiquement. Elle a reçu son PC par la poste. Je suis pas sûr. Je sais plus. Ça date de. C'est ce qu'elle ouais. me disait. Je pense que c'était un peu lié à la période. Ouais. Ouais, Voilà. on n'a pas trop de choix, de toute façon. On était Voilà, ce que confinés. je me demande, c'est toi, comment tu as vécu ça en fait? Mais je pense qu'il n'avait pas le choix, surtout. Oui, mais Ouais, mais c'était pas un facteur de stress pour moi. C'était voilà, on avait cette contrainte-là, Ouais. on fait avec quoi. Et Mais ensuite, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus stressant pour les salariés que j'ai recrutés que pour moi. d'accord. Parce qu'eux, effectivement, ils avaient le sentiment, et à juste titre, d'être un peu lâchés dans la nature. Ouais. Alors même si on a mis en place tout un tas de rituels qu'on conserve aujourd'hui, avec au moins une réunion par semaine avec toute l'équipe, tous les jours on se voit, enfin on a un point à midi pour qu'il y ait au moins un contact par jour avec les membres de l'équipe. Ouais. Des one-to-one aussi que j'ai mis en place, où à l'époque c'était je voyais tout le monde toutes les semaines. Donc une demi-heure par semaine, tout le monde, on passait en one-to-one et ils pouvaient me poser des questions sur n'importe quoi. D'accord. Donc tous ces rituels-là ont fait que ça a tenu, ça a été un peu compliqué pour certains, mais c'est passé quand même, quoi. D'accord. Non, parlons du télétravail. On fait beaucoup. Oui. Beaucoup de télétravail. Tu t'en plains? Moi. Ah, très d'accord. honnêtement, Te connaissant, je pense pas que je serais très, très malhonnête de dire quelque part que je m'en plains parce que j'aime bien. Ok. Voilà. Mais on voit aujourd'hui, j'ai envie de dire, dans la dynamique de certaines entreprises, un retour progressif et souvent plus ou moins violent à la norme du présentiel. Et nous, on continue. Ouais. C'est quoi ta philosophie, en fait, par rapport à ce télétravail? Pour toi, qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, pour moi, ça apporte de la liberté. Pour être tout à fait honnête, moi, le confinement et le Covid, ça a été une forme de libération pour moi, parce qu'on était obligé de faire du télétravail, et que j'avais toujours eu envie d'en faire. Mais comme mes salariés ne le faisaient pas, j'en faisais pas. D'accord. Et donc là, on était obligés, donc Allez, on y va maintenant, on y va, et puis ça devient la norme, et tant mieux, et tout le monde en fait, et ça me permettait de partir quand je voulais à l'île de Ré, pour bosser pas loin de la plage, mais bosser quand même, je précise. Ouais. Après, le télétravail, c'est clairement pas adapté à tout le monde. Ouais, C'est clairement pas adapté à tous les métiers ni toutes les structures. Tout à fait. Donc faut que ça soit prévu pour, à la fois en termes de métier, de personnalité et de mode de fonctionnement. Après, moi j'ai toujours trouvé stupide les gens qui disaient il n'y a que le télétravail qui est vrai, ou au contraire, le télétravail ça marche pas. Il y a des cas où ça marche pas, il y a des cas où ça marche super bien. Il n'y a pas de généralité à faire, quoi. Ça demande sans doute plus de boulot pour les managers, c'est peut-être ça le problème aussi. Ouais. Parce que c'est super facile de contrôler du temps de travail. Et oui. C'est absolument pas efficace, mais c'est vachement facile. Contrôler que le boulot est bien fait, quel que soit le temps que ça prend, c'est quand même un peu plus compliqué.
Je pense qu'il y a aussi ça, il y a sans doute aussi une part d'habitude et de fainéantise chez les managers. Parce que, c'est contrôler la qualité du boulot, faire évoluer les gens, il y en a qui sont pas habitués à ça. Quoi. Et qui sont plus habitués à contrôler une pointeuse. Bien dommage. C'est effectivement un peu dommage. Là, on a fait une grosse migration. Au niveau de ton management, au niveau de ta perception des ressources humaines et tout, comment tu fais pour t'assurer que ça a été fait avec soin? On regarde vos deux échanges, là, j'ai l'impression que j'aurais qu'un mot, la confiance. Dans ce que je perçois en tout cas. Mais comment est-ce qu'on a... Alors il y a ça, il y a effectivement la confiance, c'est une de nos valeurs d'ailleurs. Une que moi j'aurais pas mise parce que ça me paraissait évident. Il y a effectivement dans un premier temps la confiance. Moi je fais confiance d'entrée. Après il ne faut pas trahir la confiance, autrement c'est fini. Mais je fais confiance aux gens d'entrée. Alors sans doute un peu trop, parce que la contrepartie qui peut être négative de ça, c'est que je peux les lâcher aussi dans la nature et qu'ils se débrouillent. Quoi. Donc ça aussi je travaille là-dessus pour continuer à faire confiance, mais en fournissant des éléments nécessaires pour que les gens puissent bosser correctement. Après, c'est toujours sur les résultats, parce que si tu fais un boulot bâclé, à un moment donné, ça va péter. Donc ça sera peut-être pas tout de suite, effectivement, le truc que tu veux livrer, ça va fonctionner. Dans un mois, 15 jours, il va falloir faire une évole, il va falloir tout reprendre, ça va se voir, quoi. Donc effectivement, c'est le résultat que je contrôle, et dans tous les domaines. Alors après, les KPI sont différents dans les métiers. Ce que je vais regarder sur la tech, c'est qu'on livre dans les temps et qu'il n'y ait pas de bug. Sur les ops, avec les messages, quand il y a des clients qui nous demandent quelque chose, on répond suffisamment vite et que les clients soient contents. Sur le commercial, qu'on rentre de nouveaux business, même si en ce moment c'est compliqué, mais du coup on sait que c'est compliqué et on travaille dessus pour changer les choses. Sur la com, c'est aussi les résultats qu'on a. Est-ce qu'on est plus connu qu'avant? Est-ce qu'on a des gens qui viennent spontanément nous voir? Voilà. Donc il y a des indicateurs qui sont différents sur chaque métier. De résultats, et c'est ce que je regarde du coup. Et je ne regarde que ça. D'accord. Il y a la satisfaction client aussi, j'en rajouterais peut-être. Évidemment. Bon, après notre objectif, c'est de créer de la satisfaction client. Donc. Ouais. Alors, le corollaire de ce truc-là, c'est que le truc qui est super important pour moi, c'est la data. Et donc les KPI. Et ça c'était aussi, je ne sais plus si on l'a repris, je pense pas qu'on ne l'a pas repris tel quel dans les valeurs. Ça faisait partie des valeurs initiales. En gros, l'expérience des gens, elle ne m'intéresse pas plus que ça. Les diplômes, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils font quand ils sont là. Et ça se voit avec de la data, des indicateurs qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils font et comment ça se traduit dans les faits. Ça, c'est sur les personnes qui sont en place. Et puis sur les évolutions qu'on peut faire, sur les trucs qu'on pourrait envisager pour améliorer les choses au niveau commercial, technique, etc. Pareil, il faut de la data. On peut avoir des hypothèses, mais une hypothèse que je pourrais avoir ne vaut pas plus que l'hypothèse de Yann ou n'importe qui dans la boîte, sous prétexte que je suis fondateur. Ce qui est important, c'est d'avoir de la data, quoi. Donc on travaille sur des trucs et après on amène de la donnée. Et l'avis du plus gros salaire, j'ai toujours pensé que c'était une connerie et c'en est vraiment une, quoi. D'accord. C'est vrai que à vous entendre tous les deux, j'ai l'impression que c'est plutôt un environnement plutôt positif, un peu jovial aussi, parce que je sens qu'il y a beaucoup d'entrain. Mais moi, j'aimerais savoir comment tu gères tout ce qui est gestion de conflit. Parce qu'au-delà de cette positivité, je pense qu'il y a quand même eu des petites... Oui, ça peut arriver. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours cette sérénité-là? C'est pas le truc sur lequel je suis le meilleur, ça, la gestion de conflit. Je suis pas encore efficace là-dessus. D'accord. À la fois conflit entre salariés, oui. Ça peut arriver, il n'y a jamais rien eu de grave. Mais des petits conflits, j'en ai un en tête où j'ai pas été bon là-dessus. D'accord. Je me suis fait piéger en fait, comme un débutant. Et puis ensuite,
Quand il y a des problèmes, ça m'arrive de pousser des coups de gueule quand même. Ça peut arriver. Ça peut arriver. D'accord. Généralement, ça dure pas. Je dis ce que j'ai à dire et puis après on passe à autre chose. C'est peut-être ça le secret aussi. Ouais. Mais alors si le truc, je pense, qui est vachement important, c'est une notion qui est très décriée depuis quelques temps, c'est la bienveillance aussi. Oui. On peut dire n'importe quoi du moment que ça fait, que c'est dit avec bienveillance. Merci beaucoup, exactement. Et il ne faut pas confondre la bienveillance avec la gentillesse. Non, c'est même pas ça. La gentillesse, c'est plutôt positif aussi. Mais avec de la négligence, quoi. Voilà, on s'en fout, tu fais ce que tu veux. Non, la bienveillance, c'est pas ça du tout, quoi. Bienveillance, justement, c'est ce qui permet de dire des trucs, des fois un peu compliqués, et que ça passe quand même, parce que c'est pas qu'une histoire de forme, c'est une histoire d'état d'esprit. D'accord. On sort des problèmes pour faire bouger les choses et pour que ça avance. Pas pour enfoncer quelqu'un, ou pour juste là. Il y a une action, un comportement qui a généré un problème, il faut régler le problème. Okay. Et donc travailler sur ce comportement-là pour plus que ça se reproduise. Voilà, c'est ça l'idée. Et donc la bienveillance est vachement importante. Okay. Et du coup, quand il nous arrive de nous engueuler, voilà, on sait qu'il y a de la bienveillance dans l'équipe et 10 minutes après, on passe à autre chose et c'est fini, quoi. Okay. Il a dit s'il arrive de nous engueuler. Oui, c'est pas toujours que lui qui nous engueule. Ouais, non, je me fais engueuler aussi. J'aime bien c'est vrai que lui je me fais engueuler aussi. Parce que c'est déjà arrivé qu'on soit pas d'accord. Après, contrairement à peut-être dans certaines boîtes, il ne faut pas faire de généralité, parce que bien sûr, je ne suis pas allé partout, c'est qu'on peut parler. Il n'y a personne, je pense, qui a peur de parler, en fait. D'accord. Quand on n'est pas d'accord, on l'exprime. Peu importe que tu sois dans le métier, tu peux donner ton avis. Tu peux dire que tu n'es pas d'accord, on va t'écouter et si on a des raisons de ne pas choisir ce que tu dis, on va te dire, on va continuer nos débats. Et si par contre tu remontes un véritable point, on va s'arrêter, on va se questionner sur le point. Donc tout le monde peut parler. À partir du moment où c'est argumenté avec de la data. Exactement, oui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de bien. Je pense que ça participe dans le fait que, globalement, on se sent plutôt en sécurité. Okay. Tu sais que tu vas pas juste dire un truc où tu n'es pas d'accord et derrière, tu es un peu blacklisté ou mis au placard. Ça n'existe pas. Donc je pense qu'il y a une notion aussi de transparence aussi que je perçois. Ouais. Oui. Alors la transparence, ça faisait, Yann en a un peu parlé tout à l'heure, ça fait partie effectivement, ça faisait partie des valeurs. Ça, je mélange un peu entre les anciennes et les nouvelles, mais, parce qu'il y en avait 10 avant, il n'y en a plus que 5 maintenant. D'accord. Et effectivement, la transparence, ça joue à tous les niveaux. Avec les clients, Yann en a parlé, mais entre nous aussi, avec l'écosystème, voilà, on est effectivement transparent. Ouais. Et si je vous parle du terme de solidarité que je perçois également. Ça, c'est une des valeurs, une des catégories. Ah, mais décidément. D'après toi, dimanche, 16h, j'ouvre mon PC. C'est vrai. Si la prod est cassée, il y a eu un problème, on n'a pas pu traiter les données comme il faut. C'est fait. Nous, peut-être qu'on va galérer à remettre les choses d'équerre, mais on va parler au client. Ouais. Il va pas être content, le client. Voilà. Et donc, qui sont ceux qui vont se prendre des soufflants derrière? C'est vrai, c'est les supports. Ça va pénaliser, par exemple, tous ceux qui sont en sales pour quand il faudra, par exemple, parler de nouveaux contrats avec certains clients ou aller démarcher d'autres clients parce qu'eux-mêmes n'auront plus forcément confiance dans le produit ou dans l'équipe. Ouais. Donc, quelque part, quand j'ouvre mon PC le matin, le samedi matin ou un férié où je me lève très tôt, je vais faire mon sport, mais avant je regarde quand même pour voir ce qui se passe. Tu te protèges, tu protèges tout le monde en fait, tu protèges la boîte. Tu vois. Et je pense qu'une fois je t'ai dit ça, finalement, quand tu prends l'ensemble de l'équipe, tu n'as pas forcément la sensation que tout le monde travaille comme s'il n'était que salarié. C'est vrai que il n'y a que Fred qui est un peu coincé avec le contrat, mais presque tout le monde se comporte comme si c'était leur boîte.
Mais c'est là, ça veut dire que la culture d'entreprise a vraiment bien marché. Ça, c'est particulier. Ouais. Ça, c'est très particulier. J'ai En fait, il a pas vu ça à beaucoup d'endroits. à vous responsabiliser sans forcément l'imposer. Et ça, je pense que c'est gagné. Hein. Alors, c'est une autre valeur de Ah, vas-y. Tu vois, progressivement, là, Welcome Tribe. t'as voulu faire une interrogation, mais tu es en train de sortir les valeurs toutes seules. Non, mais ça, c'est vachement bien, parce que moi, mon credo, c'est que les valeurs, elles sont pas faites pour être affichées sur les murs, elles sont faites pour transpirer dans tout ce qu'on fait. Tout à fait. Et effectivement, la responsabilité, on a eu de grands débats sur le terme qu'on devait employer, parce qu'en fait, le vrai terme qu'on voulait mettre, c'était ownership. Ok, Sauf que toutes nos valeurs étaient en français, donc voilà, on a mis responsabilité, et du coup qui couvre d'autres choses aussi, la responsabilité sociale, environnementale, qui est aussi importante pour nous. Mais cet aspect d'ownership est juste capital pour moi. on est d'accord, Ça me semble important, c'est pas complètement gagné encore, mais effectivement tout le monde se comporte dans la boîte limite comme s'ils étaient associés, effectivement. C'est super, hein, franchement. Même s'ils ne sont pas. Mais comme l'état si. d'esprit, Moi, quand j'étais salarié, je me comportais aussi de cette manière-là. Même dans la fonction publique, où là, je risquais pas d'être associé. Mais c'est vraiment un état d'esprit, une culture, quoi, d'être responsable de ce qu'on fait et d'être plus que responsable, d'être comptable de ce qu'on fait. Quoi. S'il y a une connerie, on assume, quoi, personnellement. Et bon, les conneries, ça arrive à tout le monde. Mais personne n'est parfait. J'en ai encore fait une à midi. Bon, on a bien discuté là. Ouais, c'est un échange très riche. Moi, je vais poser une dernière question, bien difficile. Comment aujourd'hui monter une équipe saine, équilibrée, épanouie, tout en n'oubliant pas qu'une entreprise est un véhicule économique qui se doit d'être performant. On est tous contents, mais derrière, si ça ne marche pas, c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, c'est que ça s'arrête. Juste. Voilà. Tout simplement, oui. Donc ça, c'est... Du coup, ça, c'est un peu contre-productif d'avoir fait beaucoup d'efforts pour monter un truc sympa et qui s'arrête, quoi. Donc effectivement, le préalable, c'est qu'une boîte, c'est fait pour gagner de l'argent. Tout à fait. Que si ça ne gagne pas, ça meurt. Et donc ça sert à rien. Après, comment faire pour monter une équipe j'ai pas de recette miracle. Je peux que redire ce que j'ai déjà dit ou effleuré. C'est le truc capital pour moi, c'est la culture. Qu'il faut que tout le monde soit aligné là-dessus, qu'elle soit définie et du coup que tout le monde soit aligné là-dessus pour que ça marche. Que manager, c'est un vrai boulot qu'on apprend nulle part. Et qu'il y a vraiment du boulot et des compétences à acquérir là-dessus pour être performant. Sans doute être le plus objectif possible et donc avoir le plus possible recours à la donnée pour valider les choses. Alors c'est un peu contradictoire à ce que je disais sur le recrutement, parce que sur le recrutement, je le fais beaucoup avec mes tripes et beaucoup moins qu'à donner. Il y a moins de données disponibles, même si on peut faire quelques tests de pro, etc. Mais il y a moins de données. Mais globalement, dans le fonctionnement de l'équipe, la data, c'est super important. Moi, j'associe également la data à de la qualité, en fait. Oui, évidemment. Ouais. C'est complètement ça. Après, il faut que ce soit les bons indicateurs. Exactement. Ouais. On peut faire des indicateurs pour se faire plaisir, on peut en mettre des centaines qui servent strictement à rien, qui sont pas actionnables, et qui nous disent s'ils baissent ou s'ils montent, ok, on en fait quoi. C'est clair. Ouais, je pense que c'est tout ça. Et en fait, moi, ce qui me guide depuis un bout de temps, j'ai mis un petit moment à le formaliser, mais en fait, je construis la boîte dans lesquelles j'aurais rêvé de bosser quand j'étais salarié. Et encore une fois, c'est la boîte dans laquelle moi, j'aurais rêvé de bosser. Ça ne veut pas dire que ça ira à tout le monde. Et puis c'est ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais les locaux, là, moi, j'aurais rêvé d'avoir des locaux comme ça quand j'étais salarié. C'est pour ça que je l'ai fait, je pouvais... C'est ce qui m'a marqué dès que je suis rentrée, donc je confirme. Ouais,
Et puis, il y a plein de trucs comme ça. Télétravail, Bien sûr. j'en rêvais aussi. On est passé depuis quasiment 1 an et demi maintenant à la semaine de 4 jours. Effectivement. Waouh, non mais c'est... Ça, Faut c'est venir aussi, chez Welcome là. Faut venir, mais on va passer les entretiens. Ah, ça devient très sélectif. Non, mais du coup, il y a tout cet environnement-là voilà, qui fait que moi, je suis bien dans mes pompes aussi. L'équipe, j'ai l'impression qu'elle l'est aussi. Ouais. Et du coup, on tourne plutôt bien en boîte, quoi. Les résultats sont, même s'ils ne sont pas extraordinaires et qu'on aimerait qu'ils soient plus meilleurs que ça, mais bon, voilà, c'est le niveau d'exigence aussi qui est toujours là. Parce qu'ils m'ont l'air pas mal hein, quand même. Hein. Ouais, mais on a toujours, il faut avoir un peu d'ambition Oui, et donc, bien sûr. donc vouloir que ça progresse encore plus que ça, Ouais. que ça l'est aujourd'hui. Mais ouais, c'est plus important pour moi qu'on soit dans un état d'esprit positif plutôt que de faire des résultats qui explosent tout, quoi. C'est clair. Enfin, les résultats, c'est pour moi la conséquence du mode de fonctionnement de la boîte, de l'équipe, et que tout le monde se sente bien, quoi. Tu sais, comme j'aime pas les conflits aussi, Ça aide. j'aurais du mal à manager une boîte où il y a une pression permanente, Bien sûr. où ça marche au fouet. Après, il y a des boîtes qui marchent très bien comme ça, mais moi je sais pas faire. Et Ça marche de moins en moins, j'ai l'impression. Ouais, tant mieux. Mais en tout cas, moi, c'est pas mon kiff, quoi. Ok. Clairement pas. Eh bien, oui, c'était une belle discussion. Super échange, ouais. Je retiens 2 choses. Déjà que j'ai beaucoup dit sur pendant cet épisode. Mais alors, juste, en fait, la sérénité, je pense qu'un des éléments qui a fait aussi que ça fonctionne mieux avec l'équipe, c'est que moi, je suis plus serein aussi. Ah. D'accord. Tu vois, c'est pas c'est plus dans ce sens-là. Si je suis bien dans mes pompes, c'est plus facile de faire en sorte que l'environnement Ok. autour de moi soit... C'est sûr. Surtout que, j'avais dit, le deuxième truc, c'est construire une boîte dans laquelle on aurait soi-même aimé travailler. Oui, ça, c'est Et mieux. c'est sûr que ça, on est plus à même de le faire si on est bien. Et qu'on est Ouais, soi-même Voilà. aussi. Oui, on est bien, on est Ouais, soi-même, on est bien. effectivement, il faut être aligné aussi avec ce qu'on est. Exactement. Voilà, parce que si ce n'est pas le cas, c'est difficile de faire quelque chose qu'on aurait aimé faire, parce que je pense qu'on n'a même pas l'esprit en capacité de définir ce qu'on aurait aimé avoir à ce Ouais. moment-là. Et justement, pour être aligné, je suis désolé, je déborde, hein, mais Ah non, pas du tout, au Non, contraire, c'est très riche. je me suis fait aider aussi là-dessus. D'accord. Donc je me suis fait coacher. Alors j'ai un peu moins maintenant, enfin plus trop maintenant, mais pendant 2 ans, je me suis fait coacher. D'accord. Et ça m'a permis d'être justement beaucoup plus serein et d'être aligné avec ce qui m'animait, ce que j'étais profondément, et de faire des trucs qui vont dans le même sens, quoi. Super. Et ça aussi, je pense que c'est important. Enfin, tous les entrepreneurs devraient se faire coacher. Ça devrait être remboursé par la Sécu, tellement ça. Ah non, c'est... Ça éviterait pas mal d'erreurs. Petit message à l'administration. Non, j'exagère à peine. Ouais, non mais c'est vrai. Hein. Non mais oui, je pense qu'à partir du moment on a dit que l'entreprise c'est un véhicule économique, certes, mais ce qu'on se dit souvent avec Agathe, c'est que c'est aussi un petit environnement social. Ah bah c'est une responsabilité sociale Voilà. évidente, quoi. À partir du moment où on est un peu, disons, chargé de piloter, de conduire un environnement social, il faut prendre le temps de chercher à acquérir les éléments nécessaires pour pouvoir être en capacité de le faire quand même un peu correctement. Oui. Voilà. C'est pas toujours évident, c'est sûr que ça sera jamais évident. C'est des êtres humains et donc c'est compliqué. Ouais. Mais il faut se donner les moyens de quand même réussir à le faire un tout petit peu. Et donc, c'était très bien. C'était chouette. Merci à Frédéric de nous avoir reçus. Je veux dire, on était dans les locaux de Welcome Track et Agathe était très agréablement surprise. Ah ben oui, hein, je confirme. Tellement il a vu de bouquins partout. Donc, merci à Frédéric. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et donc, dans quelle boîte est-ce que vous auriez aimé travailler? Est-ce que vous avez une idée de comment vous pourriez vous-même construire cette boîte? Dans quelle équipe est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes épanoui? Comment pensez-vous que cette équipe pourrait évoluer?
C'est un peu ce genre de questions qu'on peut être amené à se poser quand on monte une boîte ou même juste quand on y bosse. Nous sommes toujours curieux d'avoir vos réponses à ces questions-là. Encore merci de nous avoir écoutés. Au revoir. À bientôt.